Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la porte de Versailles dans le cadre du Salon d'agriculture. On a le plaisir d'accueillir Marine Le Pen. Bonjour. Bonjour. Candidate à l'élection présidentielle. Face à vous, donc, Monsieur Guénaud, bonjour. Il faut prendre le micro, ça marchera mieux. Voilà, vous êtes aussi candidat à l'élection présidentielle ? Oui, oui. Bon, ben voilà. Juste en face de vous, donc, vous avez Céline Aymar, agricultrice, donc céréalière. Dans quel département ? Dans le département du Tarn. Voilà, donc vous aurez l'occasion. Pourquoi je vous ai fait venir ? Parce que je vous ai écouté à la télé face à Jean-Luc Mélenchon et j'ai trouvé que vous n'êtes pas laissé du tout démonter. Vous avez été très pertinente, bravo. Et justement, pour avoir une vision mondiale, Olivier Longuet, directeur d'Action contre la faim, il nous vient tout droit de Madrid. Il est français, mais il est en poste à Madrid actuellement. Olivier Longuet, bonjour. Bonsoir. Bon. Alors, Marine Le Pen, je vais co-animer le débat, avec Éric de la Chênaie, donc journaliste au Figaro, qui pourra poser bien sûr toutes les questions. Bonjour. Marine Le Pen, c'est très clair, vous défendez le patriotisme alimentaire et agricole, je suppose. Concrètement, ça signifie quoi ? Oui, je défends le patriotisme économique. Il passe d'abord par l'idée qu'à partir du moment où nous avons des collectivités qui font des commandes, qui sont des commandes publiques avec de l'argent public, il m'apparaît tout à fait de bon sens que ces commandes s'effectuent prioritairement à destination des produits français. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. 50% notamment, par exemple, du bœuf est d'importation. Et je pense que ce soit pour la défense de l'emploi ou que ce soit pour la défense de la qualité de ce que l'on met dans l'assiette de nos enfants, mais aussi de nos malades, il faut en passer par ce patriotisme économique qui, en l'état, est interdit par l'Union européenne. D'accord. Henri Guénaud, votre vision, vous, de l'agriculture, elle va mal, l'agriculture. On a tout en France pour réussir. On a tous les atouts, les terrains, le savoir-faire, et pourtant, elle ne fait que décliner. Pourquoi ? D'abord, oui, on a tout. On a l'espace. On a une longue tradition agricole. Et quand on visite le salon, on se rend compte que l'innovation est extraordinaire dans ce domaine. Et chaque année, c'est un émerveillement de plus devant les progrès de la technique. Et je comprends les agriculteurs qui aujourd'hui se battent d'abord contre une forme de régression scientifique, c'est le refus de tout progrès, la volonté d'organiser la décroissance, qui est une absurdité. Deuxièmement, pourquoi l'agriculture décline ? Elle décline parce que l'agriculture est une activité qui ne peut pas être livrée au laisser-faire et au marché. Voilà. Bien sûr, il faut de la concurrence, bien sûr, il faut de la liberté, mais il faut aussi de la régulation du marché. L'Europe a rendu d'immenses services à l'agriculture à partir du moment où elle a été, et tout le temps où elle a été, un moyen de réguler le marché agricole. Bon, la politique agricole commune, on l'a détruite. L'Europe d'aujourd'hui ne jure que par la concurrence. Et quand la concurrence devient une religion, il n'y a plus de place pour l'agriculture. L'agriculture européenne est condamnée si il n'y a que de la concurrence en Europe. Donc ça c'est vraiment le premier facteur. Si l'Europe ne veut pas réguler à nouveau le marché agricole, eh bien il faut que nous le régulions nous-mêmes à l'intérieur jusqu'à ce que nos partenaires bougent. Donc, je ne pense pas qu'il faille casser l'Europe, sortir de l'Europe, mais il faut savoir dire non à l'Europe quand c'est nécessaire. Voilà. Là, c'est nécessaire, de même qu'on n'est pas obligé de signer le CETA, par exemple. On n'est pas obligé non plus de le ratifier. C'est quelque chose qui nous appartient. Et je crois que si on continue dans cette voie qui consiste à aller toujours plus loin dans la dérégulation, toujours plus loin dans le libre-échange, toujours plus loin dans la concurrence, alors il n'y aura bientôt plus d'agriculture et plus d'agriculteurs, ni plus d'ailleurs de zones rurales en France. Céline Aymar, vous êtes vice-présidente des jeunes agriculteurs. Pourquoi ça va si mal en agriculture ? La réponse n'est pas unique et les solutions ne seront jamais uniques. Aujourd'hui, je pense qu'il faut défendre tous les modèles d'agriculture. On a du bio, on a du conventionnel, on a des circuits locaux, des circuits courts, effectivement pour alimenter la restauration hors foyer. Mais il y a aussi des agriculteurs qui se situent sur les marchés de l'export, de l'import. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 40% du lait qui est produit par les producteurs français qui est exporté, essentiellement sur le marché européen, mais aussi sur la Chine.
Tous les produits à forte valeur ajoutée, que ce soit les fromages, les spiritueux, le foie gras, c'est quelque chose qui favorise notre balance commerciale. Et il y a des agricultures pour répondre à ça. Ce qu'on défend, c'est avant tout l'agriculture de type familial, mais qui répond... il ne doit pas y avoir de dogme au niveau de la taille. On peut avoir 1000 veaux, parce qu'on a 5 agriculteurs qui décident de se réunir ensemble, de faciliter leur mise aux normes, de pouvoir avoir des week-ends, de partir en vacances. On peut avoir des fermes à 50 hectares, des fermes à 300 hectares. Ce n'est pas une question de taille. Il en faut pour tous les goûts, pour tous les marchés. Et c'est dans cette diversité, en fait, que nous avons notre force aujourd'hui. Et pour finir le tour de table, Olivier Longuet, on va prendre avec vous du recul à l'échelle de la planète. Il ne faut pas oublier que beaucoup de personnes ont faim. Ben oui, et surtout, Action contre la faim, notre champ d'action, c'est la faim dans le monde. Et les gens qui ont faim aujourd'hui sont en grande partie des agriculteurs. Et l'agriculture française, et je crois qu'on est en train de le voir au salon, est magnifique d'innovation, d'une manière de travailler qui pendant très longtemps a très bien fonctionné en Afrique pour des raisons de proximité culturelle. Et aujourd'hui, les agriculteurs français ne sont plus présents dans les grands marchés, notamment les grandes actions qu'il y a à avoir en Afrique et en Asie. L'Asie est, contrairement à ce qu'on peut penser, plus reculée que l'Afrique en termes de faim. Donc il y a une énorme nécessité d'avoir la capacité d'innovation française et puis aussi la productivité. La productivité d'un champ africain est 20 fois inférieure à celle d'un champ français. Donc on a un énorme message technologique, technique et je crois même humanitaire à passer depuis l'agriculture française vers le tiers-monde. Éric de la Chênaie. Oui, Madame Le Pen, j'aimerais bien comprendre, j'ai lu un peu vos 144 propositions, j'ai lu la 127, refuser les accords de libre-échange, et j'ai vu aussi qu'il y a la 130, promouvoir les exportations agricoles. Est-ce que c'est pas un peu antinomique? Comment vous faites? Non, c'est pas du tout antinomique. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que ce soit l'Union européenne qui décide à ma place. Je pense qu'à partir du moment où on a transféré à l'Union européenne le soin de négocier des accords de libre-échange pour nous, on a commis une erreur majeure. Et on a commis une erreur majeure, d'abord parce qu'on ne peut plus s'opposer à des accords de libre-échange qui sont très néfastes pour notre agriculture. C'est le cas du CETA, c'est le cas du TAFTA qui a été suspendu, mais pas grâce à nous, permettez-moi, pour le coup, grâce à M. Trump, mais c'est le cas aussi pour des accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, avec l'Australie, qui rentrent en compétition directe avec notre propre agriculture. Donc, et puis de surcroît, je pense que la France est grande. Je veux dire, on ne cesse d'entendre la France est petite, elle est faible, si elle était toute seule. Non, elle est grande. Elle est grande de son histoire, elle est grande de relations qu'elle a réussi à créer précisément avec de nombreux pays dans le monde. Et donc ces accords bilatéraux que nous serions capables de signer avec toute une série de pays seraient à l'avantage, je crois, de nos intérêts, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des accords de libre-échange, qui se multiplient tellement d'ailleurs qu'on finit par avoir un monde de libre-échange, car en fait, ce que l'Union européenne a derrière la tête, c'est de créer un véritable monde de libre-échange, la disparition totale de nos frontières. Le problème, c'est que ça se transforme un peu en loi du plus fort, c'est un peu marche ou crève, et 20% marchent, et en l'occurrence, 80% sont, hélas, vivent sous un risque de disparition ou de défaillance. C'est la situation de l'agriculture française aujourd'hui. Henri Guénaud, vous dites la TVA sociale devrait s'appliquer pour essayer de préserver l'agriculture ou les agriculteurs? Oui, je crois qu'il y a trois choses à prendre en considération. La priorité, c'est de changer le financement et l'organisation de notre modèle de protection sociale. On voit bien que la mutualité sociale agricole ne peut plus vivre toute seule pour des raisons économiques et démographiques. Il faut enfin assurer aux agriculteurs une protection sociale équivalente à celle qu'on assure au moins dans le régime général. Bon, deuxièmement, et ça concerne le financement, il faut supprimer des distorsions de prix et de coûts entre les différents marchés, y compris à l'intérieur de l'Europe. Donc il y a une solution qui n'est pas simple à mettre en œuvre, mais qui est simple à concevoir, c'est un régime unique de protection sociale qui englobe la MSA, mais aussi le RSI, tous les régimes spéciaux, et qui sera financé à terme en grande partie par la TVA. C'est-à-dire qu'on va transférer les charges sociales sur la TVA. Ça permettra de taxer les importations, de ne pas taxer les exportations et de déconnecter la décision d'embauche du financement de la protection sociale. Ça, c'est la première chose. C'est un grand chantier. Il faut l'entreprendre très vite. Ça fait des années qu'on en parle et on n'a pas avancé. La deuxième chose, c'est qu'il faut trouver un mécanisme de régulation des prix. Si nos partenaires ne veulent pas remettre en place des mécanismes de régulation, il faut que pour certains produits, nous mettions en place un mécanisme de fixation de prix garantis sur le marché domestique,
quelle que soit l'origine des produits, de façon à ce que les agriculteurs puissent vivre du fruit de leur travail. Et enfin, dernière remarque, nous avons besoin d'un grand effort d'investissement soutenu dans l'agriculture, et notamment pour aider tous ceux qui veulent se moderniser à pouvoir s'adapter aux innovations d'aujourd'hui. Et pour ça, il faut un effort d'investissement important, ou de co-investissement avec l'État, mais ça suppose qu'on change de politique économique, qu'on refuse de faire de la politique économique comptable, de rationnement, qui finit par détruire le rural, par détruire l'agriculture, par détruire l'industrie. Voilà, ce sont pour moi les 3 piliers les plus importants. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Je suis sûr que vous allez nous en lister quelques-unes, mais ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire en priorité. Céline Imard. Sur la question sociale, sur la question économique, c'est vrai que la priorité aujourd'hui, c'est de remettre de la marge et de la valeur ajoutée au sein des exploitations. Quand on voit qu'il y a un tiers des producteurs, des agriculteurs français qui vivent en dessous du RSA, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et encore une fois, il y a toute une partie récupérée du prix. Il faut que les pouvoirs publics, aujourd'hui les politiques qui seront au gouvernement demain, nous donnent les moyens de renégocier, de nous structurer, de pouvoir faire des OP qui soient fortes pour négocier avec l'aval, avec les transformateurs, avec la grande distribution. Ça, c'est une première chose. Il faut qu'on ait les moyens de s'organiser et de peser. On a des filières qui peuvent être performantes et conquérantes. Sur le plan social, voilà, il y a aussi toute la partie des normes qui pèsent aujourd'hui énormément sur l'agriculture française. Attention, ça ne veut pas dire qu'on est contre les normes. Les normes, elles sont là pour donner des cadres à la production, elles sont là pour protéger le consommateur. Mais attention, on a derrière beaucoup de pouvoir au niveau des administrations, derrière le législateur, qu'elle soit nationale, régionale, départementale, qui viennent faire des décrets, des textes, un millefeuille au niveau des contrôles et des zonages. Et aujourd'hui, ça crée un coût qui est vraiment spécifique à la France pour les agriculteurs. Il faut que ce coût, s'il continue à exister, soit rémunéré et qu'il nous permette de mettre en avant cette excellence environnementale, et que cette excellence environnementale et au niveau des normes soit rémunérée et soit valorisée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Marine Le Pen. Un coût des normes qui est d'autant plus important lorsque la concurrence internationale est déloyale, puisque une partie des produits soit ne respectent pas ces normes, soit émanent de pays où les normes quasiment n'existent pas. Donc là, je veux dire, il n'y a pas un seul... Il faut quand même bien comprendre que ce que les agriculteurs vivent, pas un seul secteur commercial pourrait vivre avec cette déloyauté inscrite dans la réalité de ce qu'ils vivent au quotidien. Mais ça a l'air évident ce que vous dites. Pourquoi les autres gouvernements ne l'ont pas fait ? Je vais vous dire, parce que idéologiquement, l'Union européenne est pour le libre-échange total. Voilà. Et idéologiquement, on ne veut pas mettre en place les contrôles nécessaires pour que ces normes soient respectées, ou que les importations soient contrôlées. D'ailleurs, on aura l'occasion de le dire également, le niveau des contrôles est extrêmement bas. Et en général, il n'est le fait que d'une plainte de la part d'un producteur. Vous imaginez un producteur aller porter plainte, c'est extrêmement compliqué. De la même manière, sur le rapport de force avec la grande distribution, je pense qu'il faut véritablement revoir les relations commerciales. Et il faut que l'État, effectivement, soit garant de la transparence des négociations que je veux, moi, tripartites, c'est-à-dire entre les producteurs, les transformateurs et la grande distribution, parce qu'on mentirait si on n'admettait pas aujourd'hui que la grande distribution a un pouvoir évidemment absolument considérable à l'égard de producteurs qui ont le plus grand mal à pouvoir faire le moindre bras de fer avec la grande distribution. Et là-dessus, qui mettra de l'ordre, vous ? L'État sera le garant de la transparence, mais c'est encore une fois aux producteurs, en termes de filière, aux producteurs, aux transformateurs et à la grande distribution d'avoir ce débat sur le volume et sur les prix. Mais l'État, il doit être le garant de la transparence de cette discussion, parce que la grande distribution ne peut pas tout se permettre. Or, on regarde des chiffres qui sont très inquiétants. C'est ainsi que sur le lait, par exemple, depuis les 15 dernières années, en moyenne, le prix du lait acheté aux producteurs est resté à peu près le même. Le problème, c'est que le prix payé par le consommateur, lui, a augmenté de 50%. Il y a donc bien quelqu'un qui se fait de la marge, et en l'occurrence, celui qui se fait de la marge, ça n'est pas, à mon avis, véritablement celui qui devrait s'en faire. Voilà. Marine Le Pen, vous dites, voilà, il y a 9 milliards qui partent à l'Europe, on les récupère, on en fait quoi ces 9 milliards ? C'est-à-dire que moi, l'idée, si vous voulez, c'est que moi, je ne veux pas baisser les aides telles qu'elles existent aujourd'hui dans la PAC. Je veux changer les critères, je veux franciser les critères. Je ne veux pas que ce soit les technocrates européens qui décrètent des critères qui doivent être mis en œuvre, parce qu'en réalité, ils mettent des critères qui déstabilisent les filières, qui créent parfois des effets d'aubaine. Or, nous avons besoin précisément, pour structurer les filières, d'avoir des critères qui seront décidés avec les interprofessions. Et on francisera les aides, on les distribuera, mais selon des critères qui auront été décidés par le gouvernement français sur la base
de la discussion qui aura lieu avec les interprofessions. Éric de la Chênaie, mais c'est un débat, vous prenez la Oui, parole. pour bien comprendre, parce que je suis aussi exploitant, ça veut dire vous supprimez les aides européennes ou alors vous les francisez, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que c'est notre argent. Je veux dire, je veux mettre fin aux mensonges que j'entends régulièrement sur les plateaux de télévision où on dit « Oh là là, les pauvres agriculteurs, vous voulez leur supprimer les aides de la PAC, mais sans la PAC, ils vont mourir. » Mais ça n'est pas l'argent de l'Union européenne, c'est notre argent que nous versons à l'Union européenne et dont elle ne nous rend d'ailleurs qu'une partie, je le rappelle, puisqu'elle nous rend grosso modo 13 milliards sur 20 ou même presque aujourd'hui 21 milliards. Donc il s'agit juste de dire nous pouvons très bien, nous sommes plus compétents, plus performants pour déterminer où doivent aller les aides pour que les filières se portent le mieux possible que les technocrates européens. Voilà, donc on va franciser les aides, on ne les baissera pas, mais c'est nous qui les distribuerons à la place de l'Union européenne. Henri Guénaud, vous tapez sur la table face à l'Europe. Non, d'abord, je crois que la grande difficulté de cette affaire, c'est de trouver le point où on arrive à refaire une politique agricole nationale s'il le faut pour compenser les défaillances de la politique européenne sans tout casser. Voilà. Et c'est pas si simple. On peut, moi je partage assez votre analyse. Non, partagez votre analyse, mais l'idée qu'on va reprendre toute la contribution, les 21 milliards, et puis qu'on va les redistribuer, ça veut dire que c'est la fin de l'Europe. C'est une position qui est parfaitement cohérente, mais moi je ne veux pas aller jusque-là. Je pense qu'on a aussi besoin de l'Europe à condition que l'Europe soit là pour défendre les intérêts des nations européennes et non pas comme porte-drapeau d'une idéologie qui est une idéologie de la concurrence à tout crin. C'est vrai, on se moque du monde depuis trop longtemps quand on dit aux agriculteurs je vous aime, je vais vous aider, je vais redresser l'agriculture française, mais je ne toucherai rien à l'Union européenne, rien à la politique de la concurrence, rien au libre-échange. Ça n'est pas pensable, ou rien à la politique économique. Je reprends un instant la remarque de Madame Le Pen sur la grande distribution. C'est vrai que la grande distribution, elle a un pouvoir considérable et qu'elle a une part de responsabilité, mais elle n'est pas la seule. La plus grande part de responsabilité est dans le système économique que nous avons mis en place, qui est orienté à 100% sur la baisse des prix. Voilà. Il s'agit toujours d'obtenir des prix encore plus bas. Or, si vous baissez les prix, vous baissez les marges. Quand vous baissez les marges, vous faites la grande distribution, elle fait pression sur ses fournisseurs, qui font eux-mêmes pression sur ses fournisseurs. Puis au bout, il y a le pauvre agriculteur qui, lui, ne peut pas se défendre et qui est le dindon de la farce. Mais tout ça vient du fait aussi que ce système de déflation rogne le pouvoir d'achat des consommateurs. Or, si vous rognez le pouvoir d'achat des consommateurs, ils veulent toujours moins cher. Voilà. Et plus ils veulent moins cher, et plus on a de déflation. Il faut arrêter à tout prix ce cercle vicieux qui nous conduit à la catastrophe, pas seulement en agriculture, on voit bien ce que ça donne sur l'industrie, dans tous les secteurs économiques. Arrêter le mécanisme déflationniste. Céline, Marie, il nous reste 5 minutes pour finir. La politique, on est très dépendant en fait, de l'Europe et des pays européens en termes de marché, que ce soit en termes d'importation et d'exportation. Donc il faut être très vigilant sur ce point. On est d'accord, je pense qu'on partage tous le diagnostic, comme quoi la PAC aujourd'hui ne protège pas les agriculteurs et qu'on est soumis à des distorsions de concurrence. Mais il faut absolument aujourd'hui que la PAC se renforce et qu'on gomme ces distorsions de concurrence, qu'elles soient environnementales ou qu'elles soient sociales. C'est grâce à une PAC forte qu'on pourra demain un petit peu plus rayonner sur les marchés. J'ajoute simplement qu'on est aujourd'hui sur un système où la PAC rémunère les hectares et pas les actifs. Il faut absolument que les politiques financières rémunèrent les hommes et les femmes et les exploitants et non pas les hectares. Et non pas la reine d'Angleterre et le prince de Monaco. Absolument. Et c'est là aujourd'hui que nous menons une réflexion profonde sur qu'est-ce qu'un actif agricole. Il faut absolument que ce soit l'humain qui soit rémunéré avec la valeur ajoutée qu'il a sur les territoires en termes d'emploi, en termes de maillage social, en termes de création de valeur pour la France et non pas les hectares. Voilà, là je tiens à insister sur ce point. Pardon, excusez-moi, M. Guénaud, juste une chose. Si vous voulez, il faut quand même être bien conscient d'une chose, ça fait 25 ans, moi, que j'entends dire l'Union européenne ne fonctionne pas, mais vous allez voir, demain, ça va aller mieux, on va négocier, et puis on va obtenir un accord, tout le monde aura la même fiscalité, et puis on va obtenir des normes sociales qui seront les mêmes, et puis la PAC, demain, on va réussir à l'arranger. Nous n'y arriverons pas. Je veux dire, à un moment donné, on lance c'est une fable. Et le problème, c'est qu'année après année, il y a des exploitants agricoles qui tombent, qui sont en défaillance, leur exploitation ferme, parce qu'ils ont cru que demain, l'Union européenne changerait. Elle ne changera pas. Alors, on peut l'accepter telle qu'elle est, c'est un peu comme dans un mariage, si vous voulez. On ne change pas, et elle ne changera pas. Elle est fondée sur une idéologie.
Elle est fondée sur une idéologie qui ne lui permettra pas de changer. Mais concrètement, on a 40% de notre lait. En fait, on l'exporte dans l'Union européenne. Si demain on referme les frontières, comment on fait? Mais on ne ferme pas les frontières. On n'a jamais mieux commercé que quand on n'avait pas l'Union européenne. On a aujourd'hui une balance commerciale agricole hors vin qui est déficitaire. Avant, elle était bénéficiaire. Donc, encore une fois, sortir du concept Union européenne, qui est un système politique, ça ne veut pas dire arrêter de commercer avec le monde. Et moi, je crois qu'on commercera mieux avec le monde parce que nous avons des relations avec les pays francophones, parce que nous avons une histoire avec un certain nombre de pays dans le monde dont les relations commerciales anciennes nous permettront, nous, France, d'avoir un meilleur commerce et un commerce qui soit bénéficiaire et non pas, comme nous le vivons aujourd'hui, un déficit chronique de notre balance agricole hors vin, parce que le vin est une exception pour toutes les raisons que l'on connaît. Madame Le Pen, je suis encore une fois d'accord avec votre analyse, mais je pense qu'on peut changer l'Europe. Alors on ne va pas la changer comme on essaye de le faire depuis des décennies, c'est-à-dire en demandant la permission à nos partenaires de bien vouloir engager des négociations sur un sujet sur lequel personne n'est d'accord. Bon, ça, nous n'y arriverons pas, de même que nous n'arriverons pas à renégocier un traité à 27 qui soit conforme à nos nécessités du moment et aux besoins ni de nos agriculteurs, ni de nos industriels, ni de nos concitoyens. En revanche, on peut, si on est décidé à dire de temps en temps non, c'est-à-dire à refuser d'appliquer la règle européenne quand elle est vraiment contraire à nos intérêts. Le général de Gaulle l'a fait au milieu des années 60. Il a fait la chaise vide quand la politique agricole commune menaçait des intérêts vitaux de la France. Et bien au bout de quelques semaines, tout le monde est revenu autour de la table et on a négocié et on a pris en compte les intérêts vitaux de la France. Donc il faut être capable de dire non. Il faut être capable de dire je n'appliquerai pas cette règle parce que cette règle est déraisonnable. Bon. Alors après, reste évidemment le problème de nos juridictions qui appliquent le droit européen. Ça fait très longtemps que je propose de revenir à une vieille idée, un vieux principe juridique. J'ai vu d'ailleurs que vous aviez vous-même mis cette mesure dans votre programme. Cette idée, elle est toute simple. C'est qu'il faut rendre à la loi nationale sa souveraineté. C'est-à-dire qu'il faut que lorsque la loi elle est postérieure à un traité ou à une directive, elle s'applique et elle s'impose à nos juridictions. À chaque gouvernement, à chaque majorité de l'utiliser avec discernement, pour ne pas tout casser, mais pour être capable de créer des crises limitées, pour éviter des crises plus graves. Si nous ne sommes pas capables de dire non, si nous ne nous donnons pas les moyens de dire non, rien ne changera. Il faut être capable de dire à nos partenaires, là je vous dis non, quand vous serez décidé à renégocier, à ce moment-là, eh bien, moi je suis ouvert à la discussion, mais d'ici là, j'applique d'autres règles. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, alors de toute façon le débat ne se posera pas, l'Europe disparaîtra, et pour le coup, tout le monde se fermera. Olivier Longuet, vous avez un recul international quand vous voyez le débat franco-français. Je crois que là, on était dans un très beau débat technique. Et c'est vrai, ce que je vois, c'est qu'il y a une énorme technique et légale et politique et européen. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un énorme savoir-faire français et que l'agriculture mondiale, c'est le grand enjeu. La fin, avec une planète qui sera à 9 milliards d'ici à une vingtaine d'années, 9 milliards d'individus. C'est vrai qu'il y a un énorme travail, je crois, un énorme enjeu de l'agriculture française et des jeunes agriculteurs. Il y a un potentiel qui est ici, un savoir-faire qui je crois, est vraiment la clé d'un débat sur cette agriculture du futur. Elle ne peut pas être qu'hexagonale, elle doit être mondiale. Et c'est là aussi où je crois qu'il y a un vrai travail de la France. Oui, mais on laisse la conclusion en une phrase à une jeune agricultrice. Oui, mais alors il ne faudrait pas que le verbe produire devienne un gros mot. Aujourd'hui, quand on parle d'agriculture productiviste, on a l'impression que vraiment on est des criminels. Et produire, c'est quand même une bonne chose. Donc il faut le dire encore une fois, laissez-nous produire bien, produire mieux et produire pour le consommateur et le citoyen. Et pas à n'importe quel prix. Produire pas à n'importe quel prix. Et pas à n'importe quel prix. Merci, monsieur de la Chênaie. Mesdames, merci beaucoup. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous d'être venus débattre de ces questions sur le plateau TV Agri, Le Figaro. Merci. On se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle émission. Merci.